Dans cette vidéo, nous allons essayer de transformer cette cour délabrée en l'une des meilleures cours du monde. Ce jeune homme a profité de l'absence de sa famille à la maison pour créer un espace extérieur entièrement éclairé et équipé d'un système de ventilation naturelle contre la fumée. Cette vidéo le montre en train de travailler sur l'un des plus grands projets auxquels il se soit attaqué jusqu'à présent. Construire une cour parallèle de manière unique. Cela faisait plus d'1 an qu'il n'avait rien entrepris dans le jardin familial, il a donc décidé de s'y remettre. La famille utilise depuis des années ce vieux foyer, et il a jugé que le moment était venu de rénover l'endroit afin de l'harmoniser avec le jacuzzi, le sauna et les autres aménagements étonnants déjà installés dans la maison. Il a commencé par la première étape qui consistait à définir les dimensions. Pour cela, il a utilisé une planche de 14 pieds avec un clou au centre qu'il a fait tourner afin de tracer un cercle parfait de 7 pieds de rayon. Ensuite, il a dessiné un petit passage reliant la nouvelle cour à l'ancienne, de façon approximative et simple à l'œil nu. Autrefois, il aurait pu tout creuser à la main, mais aujourd'hui, approchant de la trentaine et souffrant de douleurs aux épaules et au cou, il a préféré recourir à des engins lourds qu'il adore manipuler. Ils ont donc commencé à creuser la cour à une profondeur de 6 ou 7 pouces. Au départ, ils ont essayé de déplacer la terre avec une brouette, mais la tâche s'est révélée ardue. Il a alors ramené une remorque depuis l'atelier de son père pour accélérer et faciliter le travail. Après environ 1 heure de creusement avec la pelleteuse, il avait réussi à retirer la majorité de la terre. Il a ensuite pris la pelle afin d'ajuster les bords pour qu'ils soient bien droits et éviter ainsi de devoir rectifier la pelouse plus tard. Une fois la profondeur constante d'environ 7 pouces atteinte, il était temps de poser la couche de tissu synthétique destinée à empêcher les mauvaises herbes de pousser sous la cour à l'avenir. Puis la première livraison de pierre est arrivée. Ce projet utilise de grandes dalles de pierre accompagnées de matériaux supplémentaires pour la base. La première couche installée fut du gravier d'1 demi-pouce, très propre puisqu'il ne contient ni poussière ni petites particules, ce qui lui permet de drainer parfaitement l'eau. Il a rempli tout l'espace avec environ 3,5 pouces de ce gravier. Ensuite, il a ajouté une deuxième couche de gravier, cette fois d'une taille plus petite, d'environ 1/4 de pouce, qu'il a étalée sur 2 pouces au-dessus de la première. Enfin, il a utilisé une planche de bois et une règle pour niveler la surface, en respectant une légère pente d'environ 1,5 pouce afin d'assurer l'évacuation de l'eau. Bien entendu, le type de fondation varie selon l'endroit. Dans les régions sans gel, on peut alléger certaines étapes. Mais comme les hivers chez lui sont rudes, une base épaisse et un bon système de drainage étaient absolument indispensables. Vint alors le moment de préparer le coffrage destiné à recevoir le béton pour construire le foyer naturel. Il a récupéré une vieille planche de bois et marqué le point central dessus. Ensuite, il a fixé au milieu une latte de bois fine et s'en est servi pour mesurer le rayon intérieur et extérieur du foyer. Après avoir tracé le cercle sur la planche, il l'a découpé à la scie électrique. Une fois toutes les formes circulaires prêtes, il a utilisé des planches de bois de 2 par 4 qu'il a découpées en plusieurs morceaux de longueur identique, représentant la hauteur prévue du foyer, environ 12 à 14 pouces. Ces morceaux ont ensuite été fixés à la base découpée, formant ainsi la structure principale du coffrage. Le moule comportait désormais une partie intérieure et une partie extérieure, mais il manquait encore un revêtement capable de retenir le béton. Pour cela, il a employé des panneaux de 8 pouces recouverts de mélamine blanche. Ce matériau offrait non seulement la souplesse nécessaire pour les courbes, mais facilitait également le décoffrage une fois le béton sec. Il a découpé plusieurs bandes de mélamine qu'il a fixées autour de la structure. Le moule était presque prêt, mais il restait une dernière étape. Il disposait de quelques tuyaux métalliques de 1,5 pouce de diamètre qu'il a découpés en 4 sections égales. Il a percé des ouvertures dans la paroi extérieure du coffrage afin d'y insérer ces tuyaux, qui servirait de conduit d'aération pour réduire la fumée lors de l'allumage du feu. Enfin, il a découpé de petites pièces de bois qu'il a fixées sur la structure pour maintenir les tuyaux en place lors du coulage du béton. Puis, il a commencé à remplir le coffrage de béton. Il a utilisé un type de béton résistant aux fissures, constitué de béton classique renforcé de fibres de verre, ce qui le rend plus solide et limite les fissures causées par la chaleur. En réalité, n'importe quel béton ordinaire aurait pu convenir, mais celui-ci offrait un bon rapport qualité-prix, alors il l'a choisi. Il a mélangé le béton avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une consistance semblable à une crème épaisse. Ensuite, ils ont commencé à remplir le coffrage, son frère transportait le béton avec une pelle et le déposait dans le moule, tandis que lui utilisait un petit maillet en bois pour tapoter et secouer afin que le mélange pénètre dans tous les interstices et qu'aucune poche d'air ne subsiste. Ils ont employé environ 7 sacs de béton, mais ont décidé d'arrêter le coulage environ 5 cm avant le sommet, craignant que le foyer ne soit trop haut. Ils ont ensuite laissé sécher la structure pendant quelques jours.
Une fois le béton sec, ils ont démonté le coffrage et constaté que l'idée des conduits métalliques pour l'aération fonctionnait parfaitement. Toutefois, il aurait préféré avoir utilisé des tuyaux plus grands afin de laisser passer davantage d'air. Quoi qu'il en soit, c'était une expérience dont il tirerait des enseignements pour l'avenir. Vint alors l'étape suivante, la plus difficile. Façonner la courbe pour qu'elle s'accorde avec la forme circulaire du sol. Dans son atelier, il disposait de planches de cèdre mesurant 5 par 20 cm. Il aurait pu employer du bois traité, moins coûteux, mais il s'est contenté du matériau disponible. Il a découpé 3 planches de cèdre, puis, à l'aide d'une perceuse spéciale, a percé des trous de fixation sur les côtés de chaque pièce. Après avoir rassemblé les planches, il a utilisé de la colle à bois pour les renforcer avant de les visser avec des clous invisibles afin d'assurer leur cohésion et de soutenir l'action de la colle. Il a laissé sécher l'ensemble, puis a commencé à travailler sur les courbes. Ensuite, il a mesuré l'espace afin de tracer le cercle requis en se servant de la même planche comme d'un grand compas. Une fois la forme dessinée, il a utilisé la scie électrique pour découper le bois. Il a pris la première pièce découpée comme modèle, ce qui lui a permis d'en produire une seconde de dimension identique. Enfin, il a préparé une série de planches de la même longueur. Ces planches allaient servir de piliers pour soutenir la banquette, de la même manière qu'il avait construit le coffrage du foyer. Il a fixé chaque pilier à l'aide de longues vis afin d'assurer leur stabilité. Une fois tous les piliers en place, il a retourné la structure et fixé la surface supérieure de la même manière. Le résultat fut une ossature solide, capable de supporter le poids de la pierre et du béton qui serait ajouté par la suite et dont il prévoyait qu'elle durerait de nombreuses années. Il a ensuite répété les mêmes étapes pour fabriquer une seconde banquette. La phase suivante consistait à préparer la banquette pour y poser la pierre naturelle. Pour que celle-ci adhère correctement, il devait installer des plaques de ciment. Afin de les découper en limitant au maximum la poussière, il a utilisé un cutter tranchant en effectuant plusieurs passages. Puis, a placé une planche sous la ligne de coupe et appuyé jusqu'à ce que la plaque se casse facilement. Ensuite, il a séparé la partie arrière afin d'obtenir une découpe nette. Les plaques ont été posées sur la banquette et, grâce à leur légère flexibilité, il a pu les courber autour des arrondis. Il a alors commencé à préparer la pierre qu'il avait achetée auprès d'une entreprise locale pour environ 100 000 livres égyptiennes, soit près de 2 000 $. Voilà pourquoi, mes amis, il nous est difficile de nous lancer nous-mêmes dans ce type de défi. Cela demande un budget conséquent. Ces pierres allaient donner à la banquette et au foyer l'aspect d'éléments entièrement bâtis en pierre. Il s'agissait en réalité de façades découpées dans de grands blocs de roche avec une épaisseur d'environ 2,5 cm, ce qui les rendait plus légères et plus faciles à manipuler comme matériaux décoratifs. La fixation de ces pierres sur le béton nécessitait l'emploi d'un mortier spécialement conçu pour la pierre naturelle. Enfin, il a décidé d'utiliser une bétonnière car il avait encore beaucoup de travail à réaliser, tant pour le mortier que pour le béton, et il commençait à se fatiguer du travail manuel. La méthode de pose était simple. Il recouvrait l'arrière de chaque pierre de mortier en appliquant une quantité plus importante sur les surfaces courbes et moindre sur les surfaces planes. Il humidifiait ensuite légèrement la surface de béton ou la plaque de ciment destinée à recevoir la pierre, puis pressait fermement celle-ci en place, en ajustant la pose du bout des doigts. Pour enlever l'excédent de mortier qui débordait sur les côtés, il passait le doigt le long des joints. À la fin de la journée, la pierre devait être parfaitement fixée. Le processus ressemblait à un puzzle. Il fallait disposer les pierres de manière harmonieuse afin que le résultat final paraisse naturel et élégant. Plus les joints étaient fins, plus l'aspect devenait raffiné. Pour les coins et les arêtes, il avait recours à des pierres spécialement conçues qui s'enroulaient facilement autour des angles et offraient ainsi un rendu plus soigné. Il a continué à travailler de cette manière pendant plusieurs jours jusqu'à recouvrir entièrement le foyer et les banquettes de pierre. Vint ensuite l'étape du coulage de la dalle en béton du foyer. Tout d'abord, il a mesuré les diamètres intérieurs et extérieurs, puis reporté ces mesures sur une planche de contreplaqué de la même façon qu'il l'avait fait précédemment. Il a utilisé des chutes de bois qu'il a fixées avec des clous le long des traits tracés. Il disposait également d'un coffrage de bordure spéciale avec des motifs de pierre, qu'il a utilisé comme parois du moule. Les renforts en bois les maintenaient bien en place durant le coulage. Avant de verser le béton, il a appliqué une poudre de démoulage afin que le béton se détache facilement une fois sec et conserve une teinte homogène en accord avec les motifs qui seraient imprimés dessus. Après avoir préparé le mélange, il a ajouté plusieurs sacs supplémentaires du même béton résistant aux fissures. Chaque sac remplissait environ la moitié du moule.
Puis, il a inséré quelques tiges de fibre de verre afin de renforcer la dalle et de garantir qu'elle resterait bien solide une fois déplacée et posée sur le foyer. Il a ensuite tapoté les bords du moule avec ses doigts pour chasser les bulles et les poches d'air avant de lisser la surface au platoir. Il a laissé sécher le tout pendant 1 à 2 heures. Quand la surface avait suffisamment durci pour qu'il puisse appuyer dessus sans qu'elle colle, il a compris qu'elle était prête pour l'impression. Il disposait d'un tampon en caoutchouc reproduisant un motif de pierre. Après avoir saupoudré un peu de poudre de démoulage sur le béton, il a pressé le tampon méthodiquement sur la surface pour y transférer le relief. C'est la même technique utilisée pour imprimer des motifs décoratifs sur les routes. Il a simplement utilisé la même technique, mais à une échelle plus petite, et c'était en fait sa toute première expérience dans ce domaine. Le lendemain, il a démonté les bordures, retiré le coffrage latéral, puis nettoyé l'excédent de poudre. Le résultat fut une surface en béton ayant l'apparence de pierre naturelle. Il a répété les mêmes étapes pour les surfaces des banquettes et de la petite table. La dépense la plus importante concernait la poudre de démoulage, le tampon et le coffrage latéral, qui, à eux seuls, lui avaient coûté environ 100 $. Cependant, une fois ces outils acquis, le coût de chaque surface n'était plus que d'environ 20 $, et il lui restait de la poudre qu'il pourrait réutiliser dans de futurs projets. Avant d'installer les surfaces en béton, il a utilisé un anneau métallique spécialement conçu pour les foyers qui présente un avantage essentiel. Lorsqu'on y fait brûler du bois, il ne produit absolument aucune fumée. Il l'a commandé en ligne et l'a fixé au centre du foyer en béton. L'anneau se composait de 8 pièces, assemblées à l'aide de vis pour former un cercle. Il a employé une colle de construction afin de le fixer solidement sur les bétons. Le diamètre de l'anneau était environ 30 pouces, tandis que le diamètre intérieur du foyer en béton atteignait 32 pouces, laissant ainsi un espace d'air d'1 pouce tout autour. Ce système permettait à l'air chaud de circuler entre l'anneau et le béton, ce qui supprimait totalement la fumée et conférait au foyer sa fonction de dispositif anti-fumée. Pour installer la dalle en béton du foyer, il a appliqué un peu de mortier sur les bords supérieurs avant de la poser soigneusement et de vérifier les dimensions pour s'assurer que tous les rebords étaient parfaitement alignés. Il a ensuite procédé aux banquettes. Comme le mortier n'adhère pas au bois, il a eu recours à une colle de construction extrêmement puissante, qu'il a appliquée en zigzag sur la surface en bois avant de poser les dalles de béton par-dessus. À ce stade, les banquettes et le foyer étaient presque terminées. La préparation du mélange suivant s'avéra cruciale, car c'était ce matériau qui allait servir à remplir les joints. Il l'a travaillé jusqu'à obtenir une consistance fluide, puis a rempli une poche à douille avec quelques louches du mélange. Cette texture liquide lui permettait de presser le sac et de faire pénétrer la matière dans les interstices, comblant ainsi toutes les fentes. La méthode d'application était simple. Il suffisait de déposer le matériau entre les pierres jusqu'à ce que les interstices soient entièrement comblés. Il n'était pas nécessaire que ce soit parfait immédiatement, car après quelques heures, il pourrait l'ajuster et le nettoyer. Au bout d'un certain temps, la matière commença à se raffermir sans être liquide. Il utilisa alors un outil pour lisser les joints, comprimant la matière entre les espaces, puis passa une brosse afin de nettoyer et d'affiner l'aspect final. Concernant le dallage extérieur, avant même de poser les pierres, il avait installé des bordures plastiques tout autour de la zone délimitée, afin d'empêcher les mauvaises herbes de pousser et de séparer clairement les dalles de la pelouse. Il choisit des dalles bas-pierre de 2 pouces d'épaisseur, et cela pour 2 raisons. D'une part, cette épaisseur offrait assez d'espace pour installer un éclairage LED entre les joints, une étape spectaculaire que l'on verrait par la suite. Et d'autre part, le grand format des dalles réduisait le nombre de joints, donc le besoin en éclairage et en mortier. Étant donné leur grande taille, il fallait parfois découper les pierres pour les adapter à la forme souhaitée. Pour cela, il se servit d'une scie à béton de 9 pouces qu'il avait achetée au Canada, très efficace puisqu'elle mettait entre 30 secondes et 1 minute pour trancher une pièce. Une fois arrivé à la moitié de l'épaisseur, il retirait la partie excédentaire à l'aide d'un marteau ou simplement en appuyant dessus si elle était volumineuse. Après avoir placé une pierre, il devait souvent la soulever et vérifier à plusieurs reprises le niveau afin qu'elle soit parfaitement alignée avec les autres. Chaque pierre pesait entre 50 et 300 livres, ce qui rendait le travail assez éprouvant. Après quelques jours, il lui fallut nettoyer les bords pour que les pierres s'ajustent mieux à leur emplacement, et parfois même découper entièrement une pierre, comme celle que l'on voit ici. Après 3 ou 4 jours d'efforts intenses, il termina enfin la pose du dallage. Il était alors temps de passer à la dernière étape, et sans doute la plus impressionnante, celle pour laquelle on avait probablement cliqué sur la vidéo, l'installation de l'éclairage LED, destiné à donner à la cour un aspect lumineux et captivant. Les interstices entre les pierres mesuraient environ 2 pouces et demi.
Il aurait pu y placer directement l'éclairage, mais quelques problèmes devaient d'abord être résolus. Les petites pierres n'étaient pas encore bien fixées et décida donc d'ajouter environ un demi-pouce de ce matériau pour les stabiliser et éviter qu'elles ne bougent au moindre choc. Quant aux pierres plus grandes, elles étaient déjà suffisamment lourdes pour rester en place. Après avoir rempli les interstices, il enleva l'excédent, puis utilisa un souffleur d'air pour éliminer toute poussière. Ensuite, il les arrosa d'eau conformément aux instructions figurant sur le sac du matériau de fixation, ce qui permit de solidariser les pierres de façon solide. En ce qui concerne l'éclairage, chaque fois que ce sujet revenait, il ne pouvait contenir son enthousiasme. Il choisit d'utiliser des rubans lumineux très puissants, dotés de l'avantage d'offrir non pas une seule couleur, mais une large gamme, toute modifiable. Habituellement, ces rubans sont installés autour des mésos ou des balcons, mais il fit preuve d'originalité en les employant ici de manière différente. Les bandes étaient recouvertes d'une couche de silicone qui les rendait résistantes à l'eau, ce qui était amplement suffisant pour les protéger sous le dallage. Il déroula ainsi les rubans lumineux entre toutes les pierres et utilisa environ 3 boîtes, chacune contenant 3 bandes de 33 pieds pouvant être raccordées entre elles. Il opta pour ce modèle car il pouvait le contrôler via son téléphone portable, exactement comme dans la vidéo précédente de la niche pour chien, qui était elle aussi impressionnante. De plus, ces rubans prennent en charge toutes les couleurs, les teintes classiques comme les différentes nuances de blanc. En résumé, peu importe la couleur désirée, elle était disponible. Tous les 30 cm environ, il utilisait une petite attache pour s'assurer que le ruban reste parfaitement en place et ne se déplace pas, ce qui lui permettait ensuite de poser des éléments par-dessus sans aucun problème. Pour la touche finale de cette réalisation, il recouvrit le ruban lumineux d'un verre Calmic spécial conçu pour ce type d'installation. Il en acheta environ 25 sacs et choisit un modèle sans rebord saillant, afin qu'il soit agréable et sûr à la marche. Ce verre permit de combler les interstices au-dessus de l'éclairage et il espérait que cela contribuerait à diffuser la lumière de manière douce et harmonieuse. C'était la toute dernière étape de ce projet et il savait que tout le monde attendait avec impatience ce moment final. Et maintenant, voyons ensemble l'éclairage de nuit. Le résultat fut honnêtement bien meilleur que prévu. La cheminée sans fumée fonctionnait avec une efficacité supérieure à toutes les autres cheminées, et après 5 minutes d'utilisation, elle n'avait produit pas la moindre trace de fumée. Cela était bien sûr dû à la structure et à la méthode de réalisation. On voyait clairement le feu s'étendre vers les ouvertures de ventilation par lesquelles entrait l'oxygène frais, ce qui permettait une combustion optimale. Les sièges en pierre offraient également un rendu impressionnant. Et désormais, avec l'éclairage LED, l'endroit prenait une atmosphère magique que l'on ne trouverait nulle part ailleurs. Comme vous pouvez le constater, grâce à l'application, il pouvait contrôler toutes les couleurs et choisir exactement l'ambiance souhaitée. Vient alors la question essentielle. Combien a coûté ce projet? Eh bien, au total, environ 10 000 $. Mais grâce à Dieu, le résultat en valait la peine. Si la vidéo vous a plu, indiquez-lui quels autres défis vous aimeriez voir et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.